Et je rencontre Antoine Galignani, le président de la Banque Ados-Suez, pour le dernier entretien d'embauche, début août, je me souviens. Il me dit, mais alors, vous êtes disponible, bien entendu. Je lui dis oui, mais vous savez, j'ai un enfant qui a 9 mois, etc. Il me dit, alors il n'a plus besoin de vous. Et alors là, je l'ai regardé, je n'ai pas voulu le contredire. J'ai été embauchée. Et les tests sont arrivés très rapidement, parce que je suis arrivée le 14 ou le 15 septembre. Et en fait, on a fait une acquisition en Ouganda. Et on est allé signer à Londres. Et mon fils était opéré des végétations. Le jour de la signature, j'ai trouvé une solution. Je ne l'ai pas réceptionné, je l'ai conduit, je l'ai ramené à la maison et je suis partie avec ma valise et quelqu'un s'est occupé de lui. Mais il fallait faire oublier que vous n'étiez pas disponible. Et j'ai failli rater l'avion, je me souviens encore. Je n'ai dit à personne, ni qu'il avait été opéré, ni qu'il était à la maison. Bien entendu, je téléphonais, mais il n'y avait pas de portable. À cette époque-là, on ne pouvait pas vous joindre s'il se passait quelque chose. Donc, moi, j'ai été dans cette première génération que vous considérez comme des pionnières. Il a fallu faire oublier qu'on était des femmes. L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Dominique, vous êtes aujourd'hui retraitée mais toujours active comme conseillère municipale auprès de la mairie de Val d'Isère. Votre dernier poste était directrice communication de Air Liquide où vous étiez la première femme à entrer au COMEX. Et vous êtes restée 8 ans, de 2000 à 2008. Vous avez été également directrice communication chez Suez dans les années 90, sans être au comité de direction. Et vous avez démarré votre carrière de pigiste après une formation à l'école du journalisme, Centre Formation du Journalisme, CFJ, dont vous êtes sortie diplômée en 71. Nous nous sommes croisés à la projection débat du film numéro 1 de Tony Marshall avec Emmanuel DeVos, sorti en 2017, que je recommande vivement, dans lequel vous participiez comme membre d'un réseau féminin. Et vous faites dans la vraie vie toujours partie d'Interel depuis 2004. C'est un honneur de vous recevoir, parce que vous faites partie de ces femmes pionnières qui ont ouvert la porte à d'autres, et c'est un plaisir d'avoir votre point de vue sur votre arrivée au COMEX et votre vision sur les avancées d'aujourd'hui. Et donc vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au podcast ? Alors déjà, bonjour Nelly. Bonjour. Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Eh bien, ça m'a intriguée. D'abord, j'aime bien les choses inattendues. Votre manière de m'accrocher à la sortie de la projection, en me disant, mais vous, là, vous dites que vous étiez dans un COMEX, moi je fais un podcast COMEX, etc. Je me suis dit, mais de quoi il s'agit ? En fait, vous appartenez à une génération complètement différente. Et le podcast, je sais ce que c'est, je ne suis pas complètement demeurée, mais ce genre de choses n'existait pas à mon époque. J'ai fait des interviews, radio, télé un petit peu. Et là, j'avais envie de voir, et j'ai été un peu effrayée, parce que j'ai trouvé que les femmes qui étaient interviewées avaient fait une carrière beaucoup plus admirable, puisqu'elles étaient souvent responsables d'entreprises. Et moi, je n'étais qu'une salariée de grande entreprise. Et elles avaient passé ce pas que je n'ai pas passé. Et donc, je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment intéressant de me recevoir. Mais voilà, après, c'est à vous d'en juger. Et comme je suis journaliste d'origine, j'ai vraiment l'impression d'être en face d'une journaliste. Et ça me fait aussi très plaisir. Ah alors ça, c'est un très beau compliment, merci beaucoup. Parce que quand j'ai lancé ce podcast, moi je me suis dit, mais je ne suis pas journaliste, je ne vais pas pouvoir. Donc comme quoi, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Je ne le fais pas parce que c'est gentil. Eh bien alors merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Du coup, parlons de votre nomination. Comment ça s'est passé ? En 2001 du coup. Oui, alors ma nomination, ça a été une grosse surprise pour moi. En fait, je suis entrée à Air Liquide en octobre 2000 et en février 2001, Suez, mon ex-société, a lancé une OPA sur Air Liquide. On l'a su 10 jours avant les résultats. Bon, bref, toujours est-il que le président, qui était Alain Joly à l'époque, qui était un ingénieur extrêmement sérieux, polytechnicien, etc., m'a planté pour un déjeuner avec les Échos, ça se fait pas, ce genre de choses, et m'a récupéré après les Échos et m'a envoyé directement travailler avec une banque d'affaires pour préparer la contre-attaque de l'EPA, puisqu'il avait reçu mon ancien collègue qui lui avait dit qu'il allait lancer une EPA. Donc j'ai été projetée, alors que je ne connaissais pas la société, ça faisait 3 mois que j'étais là. J'ai été projetée dans un univers tout à fait étonnant. J'ai baigné dedans, j'ai travaillé, on peut dire carrément jour et nuit. On dormait, mais très peu. Et bref, l'opéra a échoué.
parce qu'on avait mis au point une stratégie de communication financière qui a été gagnante. Et donc, la chose s'est déroulée en février, après nos résultats, jusqu'en mars. Et puis, au mois de juin, j'ai été convoquée par Alain Joly et le futur nouveau président Benoît Potier, qui m'ont annoncé que j'entrais au COMEX. Et là, j'ai eu vraiment un coup de tonnerre dans la tête, parce que je me demandais ce que j'allais faire. Je ne suis pas ingénieure, je ne connaissais pas le métier de l'entreprise. Je me demandais vraiment ce que j'allais faire dans ce COMEX. Voilà. Et puis après, quand vous sortez de ce genre de réunion et que c'est annoncé, vous surfez sur une douce vague d'euphorie parce que vous recevez les compliments de tout le monde, etc. Et puis vous finissez par vous dire, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose. Et ça a été passionnant. Mais c'est vrai que mes collègues du COMEX, ils étaient tous ingénieurs. J'étais la seule à ne pas être un homme et pas un ingénieur. Ils m'ont vu arriver avec un peu de surprise, d'amusement, bienveillance, moins de bienveillance, ça dépendait des uns, des autres, etc. Mais c'était un défi, et un défi qui m'a passionnée. Alors par contre, c'est très compliqué pour quelqu'un qui est dans la com, parce que quand on est dans la com, on est 24 heures sur 24 dans la com. Et là, on avait des réunions de COMEX qui duraient des journées entières. On avait tous les mois au moins une journée, et tous les 2 mois, 2 jours. Et pendant ce temps-là, il y avait ma secrétaire qui me passait des petits mots, en me disant « faudrait rappeler un tel, etc. » Et le soir, je sortais et j'essayais de rattraper le temps perdu, parce que c'est pas un métier, la com, où on peut s'absenter pendant 48 heures. On peut pas ne pas répondre, notamment à ce qui presse, qui est souvent, comme le mot l'indique, presse. Et vous aviez une équipe ? Alors oui, bien sûr, j'avais une équipe. Je m'occupais de la communication corporate, pas du tout du marketing produit, bien entendu. Les marketing produits étaient par filière. De la com interne, au niveau du groupe. C'est une boîte qui est maintenant dans 75 pays, mais à l'époque, on était déjà dans 65 pays. Donc on avait un journal en 30 langues. Et j'ai créé la direction du développement durable, qui n'existait pas à l'époque. Et également, j'ai poser les prémices d'une fondation qui existe maintenant, mais qui n'a été mise en place qu'après mon départ. Donc j'avais toute une équipe, bien entendu, qui travaillait beaucoup, ma bande. Parce que dans la com, on travaille, notamment dans la com-fi, on travaille beaucoup le soir tard. Donc on terminait à 2h du matin, il fallait revenir avant l'ouverture de la bourse. Enfin, c'est un peu rock'n'roll, la com d'un grand groupe du CAC 40. Mes collègues du CAC 40 le savent, et en plus, maintenant, on a intégré une nouvelle composante importante qui est la com de crise. Parce que quelle est la société qui ne traverse pas des crises ? Alors moi, j'en avais beaucoup traversé, parce que vous avez mentionné Suez, mais vous n'avez pas mentionné Eurotunnel, où j'étais membre du CODIR, avec Patrick Ponsol, et où là, j'ai vécu de la crise à 200%. C'est-à-dire, pendant 5 ans, je n'ai fait que de la crise. Et donc, Air Liquide, c'était plus positif. Pour parler des chiffres, c'était profitable. Les actionnaires applaudissaient, les autres vociféraient. Mais la crise, elle touche toutes les sociétés, que ce soit une acquisition, on en a fait quelques-unes à Air Liquide, que ce soit une crise sociale, il y en a dans toutes les sociétés, et que sais-je, ou une crise industrielle, quand il y a eu le feu dans le tunnel, à Eurotunnel, j'ai pas dormi pendant 2 jours, parce que ça s'est passé la nuit et que j'ai pas eu le temps d'aller me coucher. C'était en quelle année, Eurotunnel ? Alors, Eurotunnel, je suis arrivée en 95. C'était 95-2000. Et je suis passée sans transition d'Eurotunnel, l'horreur de tous les actionnaires, à Air Liquide, l'enfant chéri de tous les actionnaires. Et la première AG a été une stupéfaction pour moi, parce qu'il y avait 4000 personnes qui applaudissaient le président. C'est quand même plus facile, faut reconnaître. Quand est-ce que vous êtes sentie à votre place au COMEX d'Air Liquide ? Alors, soit dès le départ, soit jamais. Okay. Dès le départ, dans la mesure où j'avais le soutien du président, où j'avais quand même mené cette bataille et quelque part permis à Air Liquide d'exister toujours. Autrement, Air Liquide aujourd'hui, ça serait dans le groupe Engie. Et donc, j'avais une certaine légitimité. Et j'ai eu une deuxième occasion de prouver la légitimité, c'est de fêter les 100 ans de la société en 2002.
Donc vous voyez, le timing est assez serré quand même. Et ces 100 ans se sont passés dans tous les pays avec beaucoup de succès, etc. Alors, j'ai dit dès le départ ou jamais, en fait, il y a toujours eu des petites remarques un peu macho, mais on ne peut pas changer des hommes. Le président, pas du tout. Benoît Potier, non, pas macho du tout, très pro, il me considérait comme un homme, quoi. Mais certains de mes collègues, qui n'étaient pas tous français, pouvaient être très très gentils, mais un peu condescendants. La gentillesse, quelquefois, on vous tient à la porte, c'est sympa, mais c'est aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas capable de la tenir. C'est un peu ça, quelquefois, on vous fait des remarques. Tous les 2 mois, on faisait une revue de haut potentiel et un jour, le président décide de faire une revue des hauts potentiels femmes. Donc, moi, manque de chance, j'avais été opérée. Et donc, je suis venue, malgré l'opération, entre 2 piqûres d'infirmières qu'il fallait me faire, etc. Je me souviens, je suis partie au courant. La journée s'est bien passée, on a revu tous les profils, comme on le faisait pour les hommes. Et obligée de partir pour aller à mon rendez-vous médical, le chauffeur vient me chercher, passe une tête, il me fait signe qu'il faut partir. Et je vais pour partir, et tout le monde m'arrête en me disant « Attends, alors, on a été gentils, non ?» Et en fait, c'est maladroit. Ça m'a fait rire. Je suis montée dans la voiture, pourtant j'avais mal, parce que j'étais pas censée passer une après-midi assise encore. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils me disent ça ? Ils me demandent s'ils ont été gentils. Est-ce que je leur demande si je suis gentille ? Ils n'ont pas pu s'empêcher. Je me rappelle encore qu'ils m'ont arrêtée dans mon élan pour partir. Et en fait, j'étais quand même un animal étrange. Une femme. Il y a 2 choses qui me choquent un peu dans ce que vous dites, moi, au vu de mon prisme générationnel. C'est le président, il était gentil avec moi, il me considérait comme un homme. Alors ça, pour moi, c'est très dur à entendre, entre guillemets, mais j'entends votre point. Et la deuxième chose, c'est une revue de haut potentiel féminin. Quand est-ce que ça s'est arrêté, ça ? Non, je pense que c'est bien parce que, si vous voulez, quand vous êtes dans une très grande entreprise, c'est pas que Air Liquide, vous avez ce qu'on appelle les hauts potentiels. C'est-à-dire des gens diplômés et qui, après 2-3 ans, se révèlent des gens qui ont des capacités. Et qu'est-ce qu'on fait ? On les stretch. On les change de poste régulièrement pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais il faut les suivre. Et donc, au début, on faisait des revues mixtes. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on est obligé de sélectionner et que souvent, les sélections se font par les membres du COMEX. Donc, en fait, les hommes cooptent des hommes. Et dédier une journée complète aux femmes, une fois par an, c'était une occasion pour ces femmes d'apparaître plus. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Et alors, par rapport à la remarque de mon président qui me considérait comme un homme, moi, dès le début de ma carrière, on m'a demandé d'oublier que j'étais une femme. J'ai eu aussi une petite anecdote. Je suis entrée par une petite annonce dans le Figaro à la Banque Ados-Suez. Et je rencontre Antoine Galignani, le président, pour le dernier entretien d'embauche, début août. Il me dit, mais alors, vous êtes disponible, bien entendu. Je lui dis oui, mais vous savez, j'ai un enfant qui a 9 mois, etc. Il me dit, alors, il n'a plus besoin de vous. Et alors là, je l'ai regardé, j'ai pas voulu le contredire. J'ai été embauchée. Et les tests sont arrivés très rapidement parce que je suis arrivée le 14 ou le 15 septembre. Et en fait, on a fait une acquisition en Ouganda. Et on est allé signer à Londres. Et mon fils était opéré des végétations. Le jour de la signature, j'ai trouvé une solution. Je ne l'ai pas réceptionné, je l'ai conduit, je l'ai ramené à la maison et je suis partie avec ma valise et quelqu'un s'est occupé de lui. Mais il fallait faire oublier que vous n'étiez pas disponible. Et j'ai failli rater l'avion, je m'en souviens encore. Je n'ai dit à personne, ni qu'il avait été opéré, ni qu'il était à la maison. Bien entendu, je téléphonais, mais il n'y avait pas de portable. À cette époque-là, on ne pouvait pas vous joindre s'il se passait quelque chose. Donc, moi, j'ai été dans cette première génération que vous considérez comme des pionnières. Il a fallu faire oublier qu'on était des femmes. On n'a pas pu s'absenter simplement parce que votre enfant est malade. Si vous disiez ça à cette époque-là, on vous aurait regardé avec de grands yeux. Alors, en même temps, il n'y avait pas les technologies actuelles qui me font rêver, parce que quand un enfant est malade, travailler à la maison, c'est quand même une meilleure solution que de trouver une babysitter à 8h du matin, à tout prix, dans n'importe quelle condition, ou d'aller prendre votre enfant et de le mettre chez quelqu'un à la volée. Vous avez aujourd'hui une technologie qui, à vous, femmes, mais aussi aux hommes, permet une gestion de votre temps très, très différente. C'est vrai. Je m'étais mis une ligne de conduite dans ce podcast de pas forcément parler des enfants, mais là, particulièrement, je vais creuser parce que du coup, vous avez
là parler de votre enfant en plus qui était à l'hôpital, mais tout à l'heure, vous avez quand même parlé de finir à 2h du matin, d'avoir des horaires énormes. Alors, si je calcule, il avait 20 ans, un peu plus grand. Je ne sais pas si vous en avez eu d'autres après, mais en tout cas, il était plus grand. À Air Liquide, oui, c'était facile. C'est ça, il était plus grand. Mais avant, du coup, comment est-ce que vous êtes organisé ? Est-ce que c'était un choix de famille ? Certaines femmes disent que ce genre de décisions sont des choix de famille. Là, je vois que non. Du coup, comment ça s'est passé ? Parce que vous me parlez d'appeler des babysitters à 8h du matin. Donc, ou à minuit. Je l'ai fait aussi. En fait, moi, j'ai eu un enfant tard, pour des raisons médicales. Et en fait, l'arrivée de l'enfant a sonné la fin du couple. Donc, son père est parti, il avait 3 ans. Et je l'ai élevé toute seule. Enfin, toute seule. Il connaît son père, il le voyait le dimanche. Mais pour ce qui est du quotidien, des devoirs, etc., j'étais toute seule. Alors, ça peut paraître plus difficile, mais au moins, vous êtes seule à décider. Il n'y a pas de négociation. J'ai pas eu de parents pour m'occuper d'eux. Ma mère était déjà décédée. Mon père était Alzheimer dans une maison. Et les beaux-parents n'étaient pas libres. Jamais. Donc, je me suis débrouillée toute seule. Alors, comment j'ai fait ? J'ai tout fait. Les grands-mères, il y avait un réseau de grands-mères. Je me rappelle, à l'époque, on téléphonait. Il y avait une grand-mère qui débarquait, qu'on ne connaissait pas, mais qui était labellisée par l'association. Mais on y avait droit 15 jours. Donc, il fallait régler le jour d'après. Mais disons que quand on n'a pas le choix, on trouve des solutions. Et puis, j'ai eu un fils formidable qui est devenu indépendant très, très tôt. Qui, à Eurotunnel, par exemple, alors là, j'avais des moyens de communication qui commençaient à être sophistiqués. Je l'appelais de la voiture quand j'allais rentrer et qui avait regardé le journal télévisé et on parlait d'Eurotunnel et qui me disait « Mais maman, tu crois pas que je devrais acheter des actions ? Eurotunnel, il avait 13 ans. » Et je disais « Ah non, s'il te plaît, pas d'actionnaire à la maison. » Mais c'était une relation qui n'était pas du tout une relation maman-gâteau. Il n'a jamais vu sa mère à la sortie de l'école, faudrait l'interviewer, mais j'ai pas l'impression qu'il soit traumatisé. Il n'avait pas les goûters. Par contre, le week-end était complètement pour lui, les vacances étaient complètement pour lui. C'est vrai que quelquefois, on pourrait penser qu'on s'oublie, mais moi, je trouve que je me suis pas oubliée. Je trouve que finalement, on a eu une relation extraordinaire qui n'était pas inscrite dans le quotidien, qui était inscrite dans l'exceptionnel. Il est venu à mon bureau très régulièrement. Il a dormi à mon bureau, il s'en souvient, sur un tapis de sol. C'était accepté, ça ? J'étais quand même cadre. Oui, c'était accepté. Ma secrétaire venait vérifier si je partais en réunion, qu'il était toujours en train de dormir et qu'il n'avait pas démonté tout le bureau. Oui. C'était pas accepté au quotidien, mais quand votre enfant est malade, que le père vous le ramène parce qu'il veut pas s'en occuper, qu'il avait dit qu'il allait pouvoir s'en occuper, mais qu'il n'y a pas de relation harmonieuse, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous pouvez pas quitter votre bureau. Donc, tapis de sol, de gym, et puis une couverture, et l'enfant dort dans le bureau. Ça, il s'en souvient. Il m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais il trouve ça plutôt rigolo, lui. Et vous avez dit quelque chose d'assez fort. Vous avez dit, oui, mais j'étais cadre supérieur. Vous n'avez pas dit supérieur, mais oui. Et ça, c'est intéressant parce que d'autres femmes aujourd'hui, même qui sont directrices aujourd'hui, disent l'avantage quand on est à ce poste-là, c'est qu'on s'organise un peu comme on veut. Oui, alors, un peu comme on veut. Plus aujourd'hui qu'hier. Oui. Un peu comme on veut. Par exemple, le DIRCOM, ou la DIRCOM, elle doit être disponible à n'importe comment, n'importe quand. Benoît Bettier me l'avait dit plusieurs fois, et je lui disais, mais mon équipe est là, si je ne suis pas là. Non, c'est vous. Je ne veux voir que vous. Je veux bien voir votre équipe avec vous, mais ne vous faites pas remplacer, c'est vous. À partir de ce moment-là, la contrainte est très forte. Notamment, il peut débarquer dans votre bureau. Il le faisait souvent, mais après, je me suis émancipée. Il le faisait souvent le vendredi soir, quand je partais à Val d'Isère. Parce que tous les 15 jours, je partais à Val d'Isère. J'avais une voiture qui était restée à Chambéry pour aller m'oxygéner. Et je travaillais dans le train, à l'aller comme au retour, y compris le soir là-bas sur place. Mais c'était mon bol d'air. Il lui arrivait de venir dans mon bureau vers 17h30 quand je partais prendre le train, qui devait être à 19h. Là, 2 ou 3 fois, je l'ai planté. Quand vous êtes confirmé dans votre poste, quand vous venez d'arriver, vous ne pouvez pas faire ça. Mais quand vous êtes confirmé, que vous avez fait vos preuves, que vous travaillez sans compter, que tout le monde le sait, vous pouvez quand même de temps en temps considérer que le vendredi à 17h30, 18h, vous pouvez partir. Donc, c'est vrai qu'un cadre supérieur peut s'organiser. Mais encore une fois, aujourd'hui, je crois encore plus qu'à cette époque-là, un autre blocage qu'on n'évoque jamais, mais c'est le fait que votre équipe est là. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout le temps partir.
Je m'habille pas en Prada, quoi. Je suis pas là pour faire travailler les autres. Je me faisais une règle d'être avec les équipes. Quand je partais, j'allais vérifier qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était encore en déshérence dans un bureau, en train de se gratter la tête pour trouver une solution. Ça, c'est simplement une question de respect de vos collaborateurs. Et c'est une contrainte. Oui, alors avec le télétravail aujourd'hui, cette contrainte aussi a évolué, du coup, puisqu'on ne va plus dans les bureaux vérifier. Tout à fait. Mais du coup, je me pose la question, c'est est-ce que vous avez dû quand même faire face à beaucoup de contraintes pour arriver là où vous en êtes, et chapeau. Comment est-ce que vous vivez après? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu dans le début des années 2000, mais les femmes aujourd'hui qui revendiquent le droit à la pause, le droit de s'occuper de les enfants, le droit d'être en arrêt, le droit de s'occuper de ses enfants malades, tout ce que vous n'avez pas eu, en fait. Non. Alors, moi, je réagis positivement, mais je réagis pas à la femme qui demande une pause, je réagis aux parents. C'est vrai. Parce que pour moi, c'est un travail qui, normalement, doit être partagé. Alors, vous allez me dire, dans mon cas, il n'y avait plus de père, donc même s'il avait eu le droit, il n'était pas là, il ne l'aurait pas fait. Je trouve très, très important de ne pas, en tout cas, en parler en disant les femmes vont pouvoir faire la pause. C'est un des parents peut faire la pause et s'occuper de l'enfant malade ou l'emmener à une fête exceptionnelle où j'ai jamais pu aller, moi, bien entendu. Donc, moi, je le vis bien et je suis assez fière d'une chose. J'ai eu une collaboratrice qui était venue chez moi comme stagiaire à Suez et que j'ai embauchée à Air Liquide. Elle m'avait mis une contrainte, c'était le mercredi, je veux être avec mes enfants, donc je travaillerai chez moi autant que vous voudrez, mais je veux être avec eux. Bon, j'ai trouvé ça courageux et j'ai dit OK. Donc tous les mercredis, elle était chez elle et c'était un cauchemar parce qu'elle travaillait 1000 fois plus que quand elle était au bureau parce qu'il n'y avait pas de distraction. Elle revenait avec des notes et le lendemain, elle me disait « Vous avez lu ce que je vous ai envoyé, etc. » Et je lui disais « Mais attendez Corinne, moi j'étais en réunion, je n'étais pas toute la journée en train d'écrire comme vous. Non, j'ai pas lu encore, laissez-moi le temps. » Ça, c'était très drôle comme expérience et j'en suis fière a posteriori parce que c'était pas légal à l'époque. On a fait un arrangement, on l'a payé normalement. Parce qu'au départ, elle voulait travailler lundi, mardi, 4 jours. Et puis n'être payée que sur 4 jours. Et moi, je lui ai dit, non, moi, j'ai besoin de quelqu'un à temps plein et je ne veux pas commencer à vous payer 4 jours parce que j'ai besoin de vous 5 jours. Vous vous débrouillez, vous ferez le boulot quand vous voulez, le week-end. Et elle a fourni, bien entendu, largement le travail de 5 jours. Mais par contre, petite histoire, c'est que ça n'a pas plu à tout le monde dans l'équipe. Pourquoi ? C'est-à-dire que les autres auraient voulu avoir le même privilège et pouvoir aller travailler chez eux sans avoir forcément d'enfants. Et moi, j'ai dit non. Soit vous avez une raison majeure, importante, et puis mon assistante, elle n'avait pas d'enfants, mais j'avais besoin qu'elle soit là. Il faut bien que quelqu'un réponde au téléphone, etc. Il y a des métiers qui s'y prêtent et d'autres qui ne s'y prêtent pas. Mais à l'époque, et avec le recul, j'étais assez fière d'avoir osé prendre cette décision et elle sait que ça a été une belle réussite et que je ne l'ai jamais regretté. C'est super intéressant, merci pour le partage parce que bon, déjà, c'était pas légal à l'époque pour des raisons d'assurance, je le précise, c'est la loi Macron qui l'a passée il y a quelques années qui permet de le faire. Et en effet, du coup, c'est un risque que vous prenez à titre employeur. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation du télétravail, beaucoup y reviennent en disant oui, mais du coup, les gens travaillent plus. Et il y en a qui disent oui, mais les gens vont pas télétravailler pour s'occuper de leurs enfants, sauf qu'en fait, il y a des cas où ça fonctionne. Et comme vous dites, c'est une question du cas par cas. Et puis, c'est une question de si ça fonctionne. Si ça n'avait pas marché, vous lui auriez demandé de s'organiser autrement, j'imagine. Oui, et puis le travail au bureau, il n'est pas à 100% du temps utile. Il y a beaucoup de temps pour la socialisation, pour la machine, la fameuse machine à café, que j'évitais soigneusement parce qu'ils y étaient tous et que dès que j'arrivais, ça était parti avec toutes les questions qui étaient restées en suspens. Il y a du temps pour aller dans les couloirs, porter des dossiers, papoter avec un tel, etc. Dans une équipe communication, on est vraiment sur des métiers du tertiaire. Donc, le temps utile au bureau, il n'est pas 100% du temps de présence. Et à la maison, je le sais, moi, pour l'avoir un peu pratiqué quand j'ai eu des opérations, je suis restée chez moi, j'étais équipée avec un ordi, etc. On peut travailler au-delà de, je sais pas moi, à 22h, on peut s'y remettre, personne ne vous empêche. Et d'ailleurs, moi, j'avais connu ça quand j'étais à la Banque Ados-Suez. Je travaille à la direction de la communication. En fait, j'ai un petit garçon, toujours le même, et une dame qui s'occupe de lui à la sortie de l'école, mais il faut quand même que je rentre pour 19h30, 20h. Donc, qu'est-ce que je fais à cette époque-là ? Eh bien, je pars tous les jours avec une valise roulante et mes dossiers.
Je m'occupe de mon fils, je le fais dîner, le bain, l'histoire. J'ai un fils formidable qui dort en 3 minutes. Et je me réinstalle à ma table et je me remets à travailler vers 9h du soir, qui était une chose que j'aurais pas pu faire si j'avais été en couple. Parce qu'il aurait explosé. Or là, personne ne m'empêchait de le faire. Et du coup, je me suis trouvée dans une situation très amusante où j'avais un collègue à la direction de la communication. Moi, je m'occupais de l'externe, lui, il s'occupait de l'interne. Et qui me disait, mais arrête de travailler le soir, t'as pas trop de boulot, moi, j'arrive pas à te suivre. Et ça m'avait fait beaucoup rire, parce qu'il m'avait dit, mais moi, ma femme, le soir, elle ne veut pas que je retravaille. J'ai dit, oui, je comprends, mais moi, par contre, personne ne m'en empêche et tu m'empêcheras pas de faire ce que j'ai à faire tranquillement. Parce que c'est sûr que la sérénité, une petite musique du Mozart et puis tranquille en train de travailler, c'est beaucoup plus efficace que le téléphone qui sonne, les gens qui courent, les portes qui s'ouvrent, qui claquent, etc. Vous abattez un travail formidable. Alors, c'est pas une vie que je recommande à tout le monde. C'est un peu ascétique, c'est un peu, monastère. Vous êtes dans un système un peu rigide. C'est pas l'explosion de la vie. Mais c'est comme ça que j'ai fait. C'est très moderne de votre part, en fait. C'était très moderne de votre part. Vous trouvez ? Je trouve, oui. Là, vous aviez vos dossiers dans la valise. Aujourd'hui, ils sont sur un cloud. C'est plus facile d'y accéder. C'est moins lourd. C'est moins lourd. J'ai toujours la valise roulante. Je l'ai gardée. Toujours ? Mais finalement, de se dire, je prends du temps pour moi, pour mon enfant, et je retravaille après, c'est ce que font beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui, pour rapport aux parents. Et après, le rapport au couple, il est propre à chacun. Mais si les deux rebossent le soir, c'est un peu différent aussi. Oui, enfin, il ne reste plus beaucoup de temps pour échanger. Toute personne qui entre dans votre univers, il vous prend un peu de temps, ce qui est normal. Donc, quand il n'y en a pas, quand il n'y a plus personne, que l'enfant dort, vous avez tout ce temps, vous pouvez travailler de 9h à minuit. Ça fait 3 heures de boulot, c'est pas mal, vous en abattez là, je vous assure. Je vais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le haut potentiel féminin, les revues de haut potentiel féminin. Moi, du coup, je me pose la question de quelles étaient les carrières qui étaient destinées à ces femmes-là. Est-ce que les revues, finalement, et les carrières après destinées, c'était les mêmes ou pas ? Oui, alors avec une seule difficulté qui est l'international. Okay. Autrement, oui, ces femmes au potentiel, elles étaient presque toutes ingénieures, puisque dans une boîte comme Air Liquide, elles ont majoritairement cette formation. Mais elles pouvaient faire des ressources humaines, aller dans une branche faire du commercial, faire de l'ingénierie, faire de la finance. En fait, un haut potentiel, vous l'exposez à tous les postes dans la société. Le président actuel, c'était un haut potentiel et il a tourné, il a fait plein de métiers différents. Tout le monde ne devient pas président, mais c'est comme ça qu'on peut devenir président parce qu'on connaît toutes les facettes de la société. Donc les femmes, elles avaient le même traitement que les hommes, avec une particularité qui est cette expatriation, qui est essentielle dans les sociétés internationales, et où là, il y a souvent, non pas un blocage au niveau du COMEX, mais un blocage familial, et où je reconnais qu'Air Liquide a fait des gros efforts, puisque j'ai vu certaines femmes partir à l'étranger, aux États-Unis et en Espagne, avec un accompagnement pour leur mari, pour qu'ils puissent suivre, soit en travaillant à distance, soit en retrouvant un poste dans une autre société, dans le même environnement géographique. Et là, il y avait réellement une volonté d'accélérer. Alors moi, j'en ai pas connu beaucoup qui l'ont fait, parce qu'il fallait quand même qu'elle soit d'accord, et que le conjoint soit d'accord, mais ça a été des belles réussites. Il y en a une qui était RH jusqu'à il y a pas très longtemps, je crois qu'elle l'est plus maintenant. Il était parti en Espagne avec le mari, les enfants sous le bras, etc. Et c'était le seul sujet sur lequel il pouvait y avoir discussion dans le COMEX, c'est-à-dire est-ce qu'elle va pouvoir partir ? On aimerait bien qu'elle le fasse, mais est-ce qu'elle va pouvoir le faire ? Alors ma question est un peu naïve du coup, mais est-ce que pour les hommes, il y a la question qui se posait quand même ? Parce que là, on est en 2000-2008, il y a quand même des femmes qui avaient des carrières à ce moment-là, alors peut-être pas autant, mais il y avait. Du coup, est-ce que certains hommes posaient aussi la question d'accompagner leurs femmes dans leur développement à l'étranger ? Oui, enfin, j'ai pas connu le salarié d'Air Liquide qui a besoin de suivre sa femme et qui demande à la société de le nommer dans le pays où est sa femme. Ça, j'ai pas connu, mais c'est peut-être arrivé, mais j'ai pas connu. Par contre, des hommes qui ont des femmes qui mènent des carrières, j'en avais, bien sûr, notamment dans cette tranche des hauts potentiels. Et elles étaient accompagnées également pour essayer de retrouver un positionnement, pas casser leur avancée de vie professionnelle. Il y avait le même accompagnement quand il était demandé.
Mais ce qui est vrai, c'est que très souvent, les cadres qui deviennent supérieurs, comme les salaires deviennent aussi supérieurs et que la femme s'aperçoit que la gestion du quotidien devient compliquée, très souvent d'elle-même, elle s'efface. C'est une erreur, mais elles le font. Il n'y a même pas besoin de leur demander parce que elles se disent à quoi bon, c'est une vie infernale, on n'arrive plus à se voir, on n'arrive plus à se parler. La femme de Benoît Potier, le président avec lequel j'ai beaucoup travaillé, puisque c'est Alain Joly qui m'a nommé, mais après c'était avec Benoît Potier que j'ai travaillé. Sa femme avait une vie professionnelle qu'elle a un peu allégée. Elle était hyperactive. Elle est loin d'être une femme à la maison. Ce que vous nommez là, alors je crois que ça s'appelle la charge émotionnelle aujourd'hui, ou relationnelle, ou sentimentale. J'ai un doute, quelqu'un me corrigera. Mais c'est ce qui ressort aujourd'hui, qu'on dit que la charge finalement de faire vivre le couple est aussi à la femme. Parce qu'on parle de la charge mentale, c'est une chose, mais même la charge du coup de faire en sorte que le couple se voit, qu'il y ait des sorties, qu'il y ait des week-ends, qu'il y ait du temps, en fait est aussi encore aujourd'hui la charge de la femme. Donc c'est un peu ce que vous décrivez là. Ouais. C'était pas théorisé à l'époque, mais c'est toujours présent ça. C'est toujours présent. Moi j'ai eu une histoire familiale rapide, un mariage qui a duré 3 ans, justement parce que je m'étais vraiment trompée. Et que mon partenaire, enfin mon mari de l'époque, puisque je l'ai vraiment épousé et je l'ai vraiment divorcé, il me voyait travailler comme une folle et il passait son temps à me dire « Mais enfin, chère madame ou chère amie », parce qu'il me parlait comme ça, il était un peu du 16e, « mais tu n'organises pas notre vie sociale, mais qu'allons-nous faire ? Et la semaine prochaine, as-tu prévu quelque chose ? Et tel dîner ?» Non mais... Moi, j'ai très vite explosé en disant « Mais je suis pas en charge de la vie sociale du couple et de la famille. Ça se fait à 2, il travaillait moins que moi en plus. » Et ça a explosé en 3 ans, on était divorcés, mariés, divorcés. Parce que le projet n'était pas partagé. Et moi, je pense que, en tout cas, les femmes devraient se méfier de cette charge émotionnelle ou cette charge familiale parce que à la fin de leur vie, elles vont se retrouver sans retraite, sans autonomie. Quand on arrête de travailler, il n'y a pas de mystère. On n'est plus payé, on cotise plus. Et le jour où le mari disparaît, et puis en plus, on devient beaucoup moins intéressante. C'est-à-dire que je crois qu'une femme active, ça reste quand même plus intéressant pour tout le monde. Pour un homme, pour le mari, pour les amis, parce qu'elle a des choses à raconter. Moi, j'ai eu un congé maternité très court. Parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. C'était combien de temps ? Mon fils est né le 17 novembre et j'ai repris le travail fin février. Donc ça fait 3 mois, dont 1 mois d'allaitement. C'est toujours aujourd'hui le cas. C'est toujours ça ? Je croyais que c'était plus long. Dans les banques, assurances, selon les conventions collectives, ça peut être 6 mois, 9 mois, mais aujourd'hui, c'est toujours ça. C'est court. Mais je m'étais trouvée très inintéressante dans cette période-là. Parce qu'en fait, c'était formidable. J'étais ravie d'être avec mon bébé. Mais quand le père rentrait, j'avais plus grand-chose à lui raconter. On raconte pas la sieste, les pleurs, la promenade au parc, le biberon, gardé, pas gardé. Enfin, je vais dire, c'est sympa, mais ça fait pas une vie. Et pourtant, c'est un travail à temps plein. Et ça vous prend. Le soir, vous vous trouvez vide. Je me rappelle, moi, ça n'a pas été une période forcément très agréable. Je me sentais très inutile. Alors que j'étais utile à mon fils, mais on ne sait pas valorisant. C'est une question de valorisation aussi, du coup. Oui. La valorisation, c'est la valeur. La valeur, la valeur, il y a l'argent. Et puis, il y a ce que votre travail vous apporte en épanouissement personnel, en relations sociales, en histoire. Vous vivez des choses toute la journée. Quand vous êtes chez vous, avec votre bébé, vous vivez des choses, mais elles ne sont pas racontables. Ça peut être très intéressant, très sympa, mais ça ne peut pas durer. Donc, quelqu'un qui lâche complètement, moi, ça me semble aberrant aujourd'hui. Après, il y a des femmes qui prennent plaisir à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement en ce moment du retour à la femme traditionnelle, où je ne reviendrai pas dedans. Mais les réponses qui leur sont faites, et moi je trouve ça intéressant, c'est que le féminisme, c'est le fait d'avoir le choix. C'est-à-dire qu'avant, les femmes n'avaient moins le choix. Elles avaient un peu, mais elles en avaient moins. Aujourd'hui, c'est le fait d'avoir le choix. Il y a des femmes au foyer, du coup, qui se sentent plus du tout reconnues dans leur fonction de femme au foyer, alors qu'avant, elles étaient reconnues. Pas valorisées, justement, comme vous le dites, mais une reconnaissance. Après, il y a toutes les notions de retraite, etc. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas se planter dans son choix. Et je veux dire, la société est sans pitié pour les femmes qui font ce mouvement. C'est-à-dire qu'elles ne les considèrent plus, elles n'entrent plus dans le PIB, elles ne produisent plus. Donc, elles vont être à la remorque
de celui qui fait vivre la famille. Et pour moi, c'est terriblement dangereux, vraiment. J'ai été élevée par une mère qui n'était pas féministe. Elle s'était mariée à 19 ans. Et 2 mois après, elle n'était pas enceinte et elle pleurait parce qu'elle voulait un bébé. Donc, elle était loin d'être féministe à 19 ans. Mais elle a quand même beaucoup évolué. Elle m'avait dit un jour, surtout, n'arrête jamais de travailler. Et ça m'avait beaucoup surprise parce qu'elle n'avait pas travaillé. Elle était femme à la maison. Mais en fait, elle avait compris que la dépendance économique était vraiment quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas la première femme que j'interviewe qui a sa mère qui lui a dit ça. C'est vrai ? Ouais, que ça c'est une question de génération ? Pas forcément. Il y a des personnes qui sont en poste aujourd'hui. Et c'est marrant parce que ça les a marquées aussi. Et ça les a portées dans le fait de ne jamais avoir lâché et d'avoir eu les postes qu'elles ont aujourd'hui et la posture et la position qu'elles ont aujourd'hui. Alors, moi, j'ajouterais quand même quelque chose. Allez-y. C'est que j'ai adoré ce que je faisais. Je me suis beaucoup amusée. Les femmes que j'ai en interview aussi. Je travaillais beaucoup, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais. C'était comme les gens qui font des mots croisés, quoi. J'avais envie de résoudre mes équations, de trouver. Et quand je trouvais, c'était pour parler comme les jeunes, un grand kiff, quoi. Bien sûr, j'étais fatiguée, bien sûr, les semaines étaient difficiles, bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes à régler. Mais à la fin, il y a de la jubilation. Et d'ailleurs, vous avez dit que j'étais retraitée. J'aime pas du tout ce mot. Vous connaissez le mot en espagnol pour dire la retraite ? Non. La jubilación. Et quand j'ai arrêté de travailler, tout le monde m'a dit « Mais c'est pas possible, tu vas déprimer. » Et j'ai dit « Mais non, je vais jubiler. » Et en fait, je jubile depuis que je suis retraitée parce que je fais 1000 choses passionnantes, autres. Alors là, je suis payée à ne rien faire. Ça, c'est génial. C'est le résultat de toutes ces années. Mais grâce à ça, je peux faire ce qui me plaît. Parce que tout ne vous plaît pas dans un travail. Il y a des jours difficiles. Hein. J'ai quand même des souvenirs de grandes angoisses. Il y a des échecs. Je crois beaucoup à la vertu de l'échec. Mais il y a des moments douloureux. Et quand on travaille plus, non. Quand on jubile, si ça vous plaît pas, ça m'est arrivé. J'avais fait certaines choses et ça ne me plaisait plus. Vous arrêtez. Personne ne vous oblige à continuer. Et il n'y a pas de pression, ni économique, ni sociale, ni quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est quand même une grosse jubilation. Je crois qu'avoir beaucoup travaillé est un atout. Parce que vous sentez l'allègement soudain, l'envie de faire plein de choses. C'est pour ça que les retraités sont actifs. Justement, par rapport à toutes vos activités, moi, j'aimerais revenir dans votre participation à Interrel. Revenir au début. Qu'est-ce qui fait que vous les avez rejointes ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière ? Alors, moi, j'avais 20 ans, 68. J'étais dans une famille bourgeoise, commerçant, petit bourgeois, avec un frère qui avait 7 ans de plus que moi. Et j'étais l'esclave de mon frère. Depuis ma plus tendre enfance, il fallait que j'aille chercher ses cigarettes, sa pipe, son briquet, etc. Parce que j'étais plus près, parce que j'étais... Bon. Ça a formé en moi un sens de la révolte assez important. J'avais pas le droit de sortir parce que mes parents, même si j'avais 20 ans, c'est dangereux, une fille, le soir, elle peut revenir en plus enceinte parce qu'on lui fait une confiance très limitée. Une femme ne peut pas gérer elle-même sa vie. Tous les préjugés étaient là. Et donc, le féminisme, moi, je l'ai rencontré en mai 68 sur la pelouse de la fac de lettres de Nancy, où on a fait exploser, comme toute ma génération de 68, tous les préjugés, etc. Puis après, je suis venue au CFJ, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et j'ai rencontré Yvette Roudy, les mouvements féministes. Je suis allée manifester pour l'avortement, bien sûr. J'ai rencontré Simone Veil 2 ou 3 fois parce qu'elle était très amie avec le ministre avec lequel je travaillais. Et cette révolte féminine, elle a existé chez moi, beaucoup d'hommes pourraient vous le dire, dès le départ, quoi, dès mes 20 ans. Après, quand je suis arrivée à Air Liquide, jusqu'à Air Liquide, j'ai fait des conférences 2 ou 3 fois. On m'avait demandé d'intervenir, pas parce que j'étais une femme, mais parce que j'étais un cadre. Je me rappelle un jour, participer à une table ronde au Lutetia. Je me suis fâchée en disant, mais être une femme n'est pas un handicap, au contraire, c'est une force. Parce que moi, en tant que femme, je suis obligée de savoir passer de la vie de mon enfant, les contingences matérielles et les dossiers les plus sophistiqués. Et ça me donne une élasticité qu'aucun homme n'a. Et ça me donne une obligation de recul qu'aucun homme ne prend.
Le père de mon fils était directeur artistique. Le soir, il était encore en train de se creuser la tête pour faire ses campagnes de pub et angoissé au dernier degré par la future création. Moi, j'étais obligée d'être disponible. Et une femme est obligée d'être disponible. Et c'est une grande force. Donc, j'avais tenu ce discours à rebours une fois. Puis j'avais remarqué que ça avait beaucoup plu. Puis c'est tout. Après, j'ai continué. Et quand je suis arrivée à Air Liquide, il y avait un réseau de femmes qui m'a approchée, première femme entrant au COMEX, et qui m'a demandé si je voulais devenir leur sponsor. Ça s'appelle Au Pluriel. Donc j'ai dit oui, bien entendu. Et je suis allée à des réunions. Et puis, dans le cercle des DIRCOM, il y avait des DIRCOM qui m'ont parlé d'Interel. Alors Interel, c'est pas un réseau auquel vous adhérez individuellement, c'est un réseau d'entreprises. Donc j'ai fait adhérer naturellement Au Pluriel, Air Liquide. Et là, j'ai commencé vraiment à travailler sur des sujets, je dirais, militants. Je suis allée au Women's Forum, bien entendu, où là aussi, c'était des espaces, ça n'existait pas avant, des espaces où on n'était pas que des femmes, mais où les sujets étaient portés par les femmes. Il y a des hommes, mais ils sont en minorité. J'ai un mari aujourd'hui qui est extrêmement féministe, qui pose aucun problème. C'est vraiment, il m'a aidé d'ailleurs énormément à Air Liquide. Parce que c'était quand même un sacré challenge au départ. Et donc, c'est à cette époque-là que je me suis éveillée au travail collectif en réseau. Voilà. Après, mon tempérament communicante m'a porté vers la communication d'Interel, mais aussi vers des sujets. On a des thèmes chaque année. Et il y a, par exemple, un thème que j'ai porté pendant 2 ans avec un groupe de travail qui était émotion et intuition. J'en parle parce que, pourquoi j'ai proposé ce sujet ? C'est que j'ai découvert dans le monde du travail que je devais maîtriser, voire faire taire, mes émotions et mes intuitions. Mes émotions, parce qu'aussitôt on a vite fait de dire « mais elle est beaucoup trop émotive, cette femme », etc. Donc vous êtes obligé de vous endurcir, mais néanmoins vous les vivez. Et les intuitions, souvent je les ai tues et j'ai beaucoup regretté. Je crois beaucoup à la vertu de l'intuition. Elle ne naît pas de rien, elle naît de la convergence d'informations qui d'un seul coup se croisent et qui vous font réaliser qu'il va se passer quelque chose. Et ce sont des sujets très intéressants dans des boîtes technologiques en matière de recherche, par exemple. L'intuition, c'est ce qui mène les chercheurs. C'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils attendent. Et les femmes, pour ça, sont beaucoup plus à l'écoute de leurs émotions et de leurs intuitions. Après, il y a plein de sujets, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, enfin tous ces sujets, mais qui aident les femmes. Moi, j'ai pas eu ça. Il fallait que je me taise en tant que femme. Et là, maintenant, les femmes, elles ont le droit de parler de leur spécificité. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça intéressant que vous dites qu'il fallait que vous vous taisiez en tant que femme, ce qui est une réalité malheureusement présente encore aujourd'hui dans une moindre mesure. Et pourtant, vous étiez directrice communication. C'est-à-dire que vous avez fait des conférences, des interviews, des télés, des radios. Vous avez pris la parole. Pas évident pour une femme de façon générale. Comment ça se passait pour vous, toutes ces prises de parole ? Aucun problème. Ok, parfait. Aucun problème, parce que moi, j'ai aimé les entreprises dans lesquelles j'étais. Je prenais pas la parole à titre personnel, je prenais la parole à titre de l'entreprise. Je me suis toujours complètement investie et assimilée dans l'entreprise. Je n'ai jamais fait le métier des entreprises dans lesquelles j'étais. Je vous rappelle, j'ai fait du cabinet ministériel. Et l'intuition, on joue beaucoup en communication. Il faut avoir les bons réflexes, il faut réfléchir, il faut se dire, tiens là, je dirais plutôt ça, ou j'irais plutôt sur tel canal. Donc, le côté féminin, si je puis dire, m'aidait. Et par contre, autour de la table, j'étais un homme comme les autres. Vous revenez avec cette phrase. Ah oui, mais c'était obligatoire. Si vous voulez être respecté, à cette époque-là, je ne sais pas maintenant, il fallait vous comporter normalement, c'est-à-dire selon les critères masculins. C'est quoi alors ces critères ? C'est quoi être un homme comme les autres ? Alors, ne pas montrer ses émotions. Ok. Être hyper rationnel. Ne pas s'énerver. Ils sont toujours assez cool, assez distanciés. Alors que les femmes, quelquefois, sont plus agressives, ont plus envie de faire valoir leurs propos. C'est tout, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Donc distancié, hyper rationnel et ne pas montrer ses émotions. Ouais. En gros, quand vous avez fait ça... Non, pas un robot, pas un robot, un homme. Très bien. Mais je crois qu'ils en souffrent.
vous voyez bien, même dans votre génération, je sais pas comment sont les jeunes, mais il y a quand même les histoires de mecs, quoi. On est là, on va pas se laisser aller, on va surmonter la situation, et puis on dit qu'on sait qu'on va le faire. Par exemple, une des caractéristiques des hommes, parce que moi, j'ai toujours veillé à avoir moitié-moitié. Ok. Quand j'embauchais quelqu'un, je disais à la RH, je sais que j'ai pas le droit de vous le dire, mais ça sera un homme ou ça sera une femme. Et il me disait, mais non, vous n'avez pas le droit. Je disais, oui, mais moi, je veux l'équilibre dans mon équipe. Donc, j'embaucherai un homme à ce poste. Ça vous plaît pas. Oui, mais vous n'avez pas le droit de l'écrire. Très bien, donnez-moi des CV d'hommes, de femmes, et puis on verra. Je crois beaucoup à l'équilibre. C'est important. Et je pense que les hommes ont en eux la même chose, mais qu'on leur a appris tout petit. Ne pleure pas, mon fils, tu es un homme. Et ça, c'est ce que j'ai évité de dire à mon fils. Je pense que c'est pas de leur faute. Ils sont obligés d'être comme ça, la génération que j'ai côtoyée. Encore une fois, je suis un peu obsolète. Vous pensez vraiment ? Oui, quand je vois les jeunes gens, même votre génération, 40 ans, mon fils a 43, je pense que c'est déjà différent quand même. Je l'ai eu à 30 ans, plus de 30 ans. Je pense que sa relation est très différente. Par exemple, un truc tout bête. Ses copains, ils les embrassent. Moi, les hommes ne s'embrassaient pas à mon époque. Ils se serraient la main, même des copains. On avait une froideur physique. Le corps n'existe plus dans l'entreprise. Il n'y a que le brain. C'est sûr. Après, il y a plein de choses qui montrent que vous avez raison. Il y a plein de choses qui montrent aussi que ça n'a pas changé. Ça, je ne sais pas. J'y suis plus. Mais en regardant le gouvernement, on retrouve quand même certains critères très froids dont vous avez parlé tout à l'heure, indépendamment d'être dans l'entreprise ou pas. Et ce qu'on voit là, on le retrouve aussi dans le monde de l'entreprise sur plein de choses. Et dans le monde politique, je suis dans un conseil municipal. C'est vrai, à Val d'Isère. Ouais, où je peux vous dire que prendre la parole pour une femme, c'est le maire, pas de problème. Mais je parle des autres autour de la table. C'est pas simple, hein. Comment vous avez fait à l'époque ? Parce qu'on revient à une époque où clairement vous m'avez dit... Alors vous n'avez pas dit que vous aviez eu des réflexions sexistes. Bon, mais il y avait de la condescendance, vous avez dit. Il y avait de la condescendance. J'imagine que vous avez quand même eu des réflexions qui seraient aujourd'hui considérées comme largement sexistes parce qu'on est beaucoup plus à cheval sur les choses qui sont dites. À l'époque, vous l'avez peut-être moins perçu comme ça, mais comment vous faisiez face à ça et comment vous preniez votre parole dans ce COMEX ? Alors, dans le COMEX, comment je prenais la parole ? Normalement. En plus, c'était souvent qu'en anglais. Ce qui pose problème pour des Français, parce que vous perdez un tout petit peu de précision dans votre propos, normalement, et uniquement sur les sujets qui me concernaient. Ça, je veillais vraiment, parce que souvent, j'écoutais, puis je me disais, bon, là, moi, je pense... Mais alors là, je me gardais bien d'aller intervenir sur des sujets qui ne me concernaient pas. Les sujets communication et les sujets RH. Il y avait un RH qui était un Américain avec lequel je m'entendais bien. Dès qu'on parlait des process de ressources humaines, là, je me permettais d'intervenir. Mais tout ce qui était le métier de l'entreprise, j'étais pas compétente. Et c'était un peu pareil en Codir à Eurotunnel. Une société de transport, c'est très compliqué. C'est des ingénieurs aussi. C'est la même chose. C'est pas que des commerciaux. Les faisceaux, nous, on gérait le tunnel. J'intervenais pas parce que je sentais bien que même si je pouvais avoir une petite intuition, elle n'était pas forcément bonne et l'exprimer m'aurait plutôt dévalorisé qu'autre chose. Est-ce que eux se permettaient d'intervenir sur vos sujets ? Excellente question. Dans l'entreprise, il y a un sujet sur lequel tout le monde intervient, c'est la communication. Et les RH un peu, non ? Non, moi. Ok. Moi. La communication, tout le monde sait en faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Sauf quand ça va très 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 mal, là, il y a beaucoup moins de monde. Mais tout le monde a un avis, et c'est un métier particulièrement difficile à cause de ça. Parce que vous faites une recommandation dans une situation, quelle qu'elle soit, et bien entendu, vous avez toujours quelqu'un à côté qui dit « moi, j'aurais pas fait comme ça » ou « j'aurais pas dit comme ça ». La communication, c'est un cauchemar, c'est de ce point de vue. Il faut vraiment que vous ayez une relation très directe avec votre président ou avec votre ministre pour qu'il n'y ait pas 5 personnes qui donnent un avis sur ce que vous allez faire. Et comment vous faisiez pour tenir tête ou en tout cas asseoir vos avis ? Ça, je sais bien. Ça, je sais bien. J'ai élevé la voix, oui. Ça peut arriver. Ça se faisait pas, Air Liquide. Il n'y a pas de conflit. S'il y a un conflit, on doit le résoudre en tête à tête. Mais bon, il y a toujours une manière de casser.
de dire, bon, écoutez, vous êtes bien gentil, vous proposez d'aller faire telle chose, faites-le. Si vous pensez vraiment que c'est ce qu'il faut faire, moi, j'ai pas de problème, hein. Mais c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Vous avez une sacrée assurance quand même. J'ai envie de me dire une confiance en vous. Je vous entends, en tout cas, c'est ce que je perçois. Et à côté de ça, vous m'avez dit, j'ai pas compris quand j'ai été nommée au COMEX. Je m'y attendais pas. Alors même que vous étiez au CODIR sur votre poste d'avant, parce que vous étiez au CODIR chez Eurotunnel. Oui. Et comment vous l'expliquez ça ? Parce que Air Liquide, c'est une entreprise, une grosse entreprise, qui va très bien. Je vous conseille d'investir, d'ailleurs. Je suis actionnaire, bien entendu. Non, c'est une belle entreprise. C'est un des flagships du CAC 40. Qu'on vienne déjà me chercher, parce qu'ils sont venus me chercher, grâce à Maurice Lévy. Qu'on m'embauche. Il y avait d'autres personnes qui étaient en compétition, que je connaissais, qui étaient très talentueuses. Une femme et un homme, autre DIRCOM de la place. Qu'on me choisisse. J'arrive au mois d'octobre. Au mois de février, il y a une OPA sur la boîte. Et au mois de juin, on me dit, vous entrez au COMEX. Mais c'était hyper rapide. Qu'on me l'ait dit 1 an et demi après, ça m'aurait moins surprise. Mais là, en si peu de temps, j'avais pas l'impression d'avoir été le phénix des hôtes de ces bois. J'avais l'impression d'avoir juste fait mon boulot. Et une reconnaissance si rapide m'a beaucoup touchée et m'a surprise. Très bien. Mais je suis souvent surprise. Parce que comme j'attends rien, je travaille pas pour typiquement féminin. J'ai jamais travaillé pour gagner plus, j'ai jamais travaillé pour une promotion, j'ai juste travaillé pour le plaisir de bien faire. On dit que c'est typiquement féminin comme si c'était une mauvaise chose. Vous en pensez quoi, finalement ? Qu'est-ce qui est typiquement ? Parce que là, vous avez dit typiquement féminin. Oui. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose ? Non. Moi, je suis typiquement féminine. Je suis pas un homme, et tant mieux, parce que j'aurais pas eu la vie que j'ai eue, ni familiale, ni professionnelle. Non, typiquement féminin, ce que je veux dire, c'est que on a gardé en nous des qualités que les hommes ont détruites. Et il faut s'en servir. Il ne faut pas avoir honte de s'en servir. Alors moi, j'ai eu honte. L'intuition, très souvent, combien de fois je me suis dit, mais pourquoi je n'avais pas suivi cette intuition ? J'avais raison, parce qu'à posteriori, il s'avérait que j'aurais eu raison et que j'aurais été plus vite. Mais après, vous apprenez à vous reconnaître, à vous connaître. Notice et automne. J'ai appris à me connaître. C'est pour ça que j'ai dit typiquement féminin, parce que souvent on dit, ah oui, c'est une femme, être accrocheuse. Moi, j'adore travailler avec des femmes. C'est le cas d'ailleurs encore à la mairie de Val d'Isère. Et la fille qui quittera pas son bureau tant qu'elle n'aura pas fini son dossier. Ça, c'est typiquement féminin. Les hommes, ils sont capables de laisser le dossier, de dire demain, ça ira très bien. Les femmes aiment bien, elles ont le sens de la perfection, d'aller jusqu'au bout. D'abord, elles ont envie de convaincre, même une autre femme. Ce qu'on appelle quelquefois le syndrome de la bonne élève. Mais c'est une bonne chose. Moi, je trouve que tout le monde devrait être des bons élèves. Je suis d'accord avec vous. C'est quoi votre vision sur les quotas ? Ah, ce fut un débat passionné au sein du cercle Interrel. Alors, moi, j'ai tout de suite été pour. Et à Interrel, ça a été un débat. Il y avait deux sujets extrêmement violents autour de 2 mots. C'était féministe et quota. Je me suis toujours revendiquée comme féministe. Et à l'époque, c'était un gros mot. Enfin, vraiment, dans les années 2000, 2005, 2006, 2007. Ouais, toi, t'es féministe. Ça voulait dire que j'étais agressive, que je voulais absolument, etc. Bon, ok. Et le deuxième, c'était quota. Alors, les quotas, mais non, on ne veut pas être une femme quota. Mais quand on a la chance d'avoir les moyens de percer quelque chose, on ne va pas laisser l'objet qui va vous permettre de percer par terre. C'est comme avoir une perceuse. Vous savez, c'est le plafond de verre. Mais il faut s'en servir. Il ne faut pas négliger les atouts qu'on peut nous donner. Et je trouve que ça, alors pour le coup, c'est typiquement féminin, de dire « Ah non, je ne veux pas être une femme quota ». Mais négatif cette fois. Oui, mais il faut tout prendre. Il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser sans vergogne. Je n'ai aucune vergogne. Et le quota, c'est avéré finalement le seul moyen de faire avancer les choses. Il ne faut pas être naïf. Quand il y a un poste, il n'y a qu'un poste. Soit c'est une femme, soit c'est un homme. Alors après, on ne choisit pas une femme parce que c'est une femme. On la choisit parce qu'elle est bonne. Et on la pousse grâce au quota. Mais on ne va pas mettre en place une femme dont on sait qu'elle ne va pas correspondre au poste parce qu'elle est une femme. Enfin, quand on est dirigeant, on n'est pas fou. Je vais aller vers mes dernières questions. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une femme directrice ou dirigeante aujourd'hui ? Oser être une femme.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire oser dire ce qu'elle pense, oser exprimer ses émotions. Il ne s'agit pas de hurler, mais que ces émotions soient bonnes ou mauvaises, oser les exprimer, parce que je crois que ça libérera des hommes qui, eux, souvent souffrent de se taire. Oser écouter ses intuitions, oser prendre des dispositions qui ne sont pas légales. Je rappelle les embauches d'hommes quand je veux un homme, de femmes quand je veux une femme, organiser des temps partiels, des travaux à distance, enfin je sais pas, innover, oser innover. Je crois vraiment beaucoup à la vertu de ces deux mots, et sans se culpabiliser, en étant... L'avenir, il se construit demain, c'est pas sur hier. Donc, soit on innove, soit on se projette, soit... d'ailleurs, autrement, on s'ennuie. Oser innover, c'est le meilleur moyen de ne jamais s'ennuyer, toujours avoir envie de se lever le matin. Moi, je me rappelle avoir toujours eu envie de me lever et de partir le plus vite possible, quoi, parce que j'avais toujours l'impression que j'étais déjà en retard. Et j'aurais voulu presque, je suis pas du matin, j'aurais presque voulu commencer plus tôt. Il faut oser y aller. J'ai le souvenir d'une femme ukrainienne, dans une société d'Interrel, qui m'avait dit « Mais nous, les femmes ukrainiennes, nous sommes des cosaques, nous sommes des guerrières. » Et c'est vrai. Il faut être une guerrière, je crois, parce que, pas pour être brutale, c'est pas au sens de brutal, mais être quelqu'un qui a envie d'avancer, de conquérir, de faire bouger les lignes. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes directeurs ou dirigeants ? De réveiller en eux les femmes qui sommeillent. Parce que je crois qu'ils ont les mêmes compétences, les mêmes appétences. Ils ont envie, les jeunes hommes, qui ne sont plus dans les carcans d'autrefois, ils ont envie de voir leurs enfants, ils ont envie de prendre le temps de vivre, ils ont envie d'aller faire du ski le week-end. Et eux aussi, il faut qu'ils osent, qu'ils sortent du carcan qu'on leur a imposé, qui est une construction sociale qui ne permet pas l'innovation, qui ne permet pas le changement. Et dernière question. Qu'est-ce qui, selon vous, doit fondamentalement changer dans les entreprises et ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir ? Alors là, ça, c'est un vaste programme. Moi, j'attends encore la femme présidente de la République, mais pas... Ah oui, j'allais vous dire... mais pas Marine Le Pen. Non, pas n'importe quoi. Alors là, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. C'est typiquement, il ne faut pas dire je vote pour une femme, mais je vote pour un programme, ça c'est clair. Là, je parle du point de vue politique. Dans les entreprises, je crois qu'elles sont sur la bonne route. Je crois qu'il faut qu'elles continuent à briser les carcans, les habitudes, etc. Et je pense, moi je ne connais pas toutes les entreprises, mais je pense que c'est bien en route. Mais surtout, ne pas oublier le travail qu'on a pu faire nous et ne jamais renier ce qui s'est passé autrefois. Une féministe, c'est pas un monstre. Les femmes ont dû se battre pour obtenir tous les droits. Il faut les préserver parce qu'on est un pays formidable et qu'il y a plein de pays où ça n'existe pas. Et ne pas oublier qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas cette chance et que en France, on a la chance aujourd'hui d'être quelque part sur une bonne route. Mais il faut accélérer. Quand vous dites préserver, c'est les droits. Oui. Préserver les droits, préserver les avancées et préserver le pouvoir féminin qui existe, le pouvoir de devenir. Moi, je pense que les femmes dirigeantes, normalement, elles devraient sortir maintenant. Avant, on disait il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les tuyaux. Là, il y en a dans les tuyaux. De plus en plus. Ouais. Et il faut les laisser éclore. Il y aura autant d'erreurs chez les femmes que chez les hommes. C'est pas une vertu en soi d'être une femme. Mais au moins, il y aura une société composite et les enfants et les petites filles s'apercevront que c'est possible. Je suis pas vouée à être cuisinière, secrétaire, coiffeuse. Moi, c'était ça, à mon époque. Ou institutrice. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçue. Et puis, j'espère que ça vous sera utile. C'était un plaisir. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.